Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. En 2050, c'est-à-dire dans un peu plus de 20 ans, l'Afrique abritera 2,5 milliards d'habitants. C'est 18% de la population mondiale, et ce sera comme aujourd'hui la population la plus jeune de la planète. Mais comment nourrit-on? Comment soigne-t-on? Comment éduque-t-on? Comment forme-t-on autant de gens sans recherche scientifique et innovation? Tout va vite. Et tout le monde investit massivement dans la recherche. Et l'Afrique alors? Les questionnements sont là, ils sont à la fois simples mais vitaux. Qui contrôle la qualité des produits que nous importons et consommons? Qui contrôle la qualité des médicaments qu'il y a dans nos pharmacies? Contiennent-ils les mêmes molécules qu'en Occident et en Asie? Qui contrôle la qualité des vaccins que nous importons? Qui contrôle même la qualité des boissons que nous buvons, que nous importons et que nous buvons? Est-on souverain quand on n'a aucun contrôle sur ce qu'on introduit dans son corps? L'Afrique, l'inquiétant retard dans la recherche scientifique, c'est le thème de notre rendez-vous de ce jour, où j'ai le plaisir de recevoir 3 sachants africains. Dr Youmou Sayave, vous êtes médecin africain, inscrit dans la modernité, expert en santé publique. Vous êtes un pionnier, en tout cas un des pionniers de la télémédecine en Afrique, expert en télémédecine auprès de l'Union africaine. Nous parlerons de l'Union africaine dans cette émission, surtout de la projection qu'elle se fait du continent. Vous êtes le président, directeur général de Nazuki Global Medical Network, une structure spécialisée dans les soins médicaux à l'étranger, pour ceux qui voyagent, avec un accent particulier sur l'accompagnement. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à la question de la recherche scientifique sur le continent. Merci de m'avoir invité. Professeur Aimé Boni, vous êtes un cardiologue connu, politiquement engagé aussi pour que les choses changent dans votre pays, le Cameroun et sur le continent. Médecin, cardiologue et praticien des hôpitaux de France, mais vous pratiquez de temps en temps aussi en Afrique et au Cameroun, votre pays, vous enseignez la médecine à l'université de Douala. Vous êtes le président fondateur de l'association panafricaine de rythmologie. Vous êtes également le président fondateur de l'association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Pourquoi la recherche scientifique reste le parent pauvre de nos politiques publiques? On en parle au cours de cette émission. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Claude Wilfried Ekanga, universitaire ayant fait vos études en Allemagne, un pays qui est à la pointe de la recherche scientifique, aussi bien en Europe que dans le monde, et ce, dans tous les domaines, y compris les sciences sociales. Vous avez fait des études, vous savez, avec votre expérience d'université en Allemagne, que pour mériter son titre de professeur, il faut faire des publications scientifiques régulièrement, sinon vous êtes banni de la communauté universitaire et scientifique. Alors est-ce que le milieu universitaire africain relèvera ce défi? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est toujours le même. Évidemment, je préfère analyste à universitaire. Ne vous en faites pas, nous comprenons votre modestie. Chaque année, des milliers d'Africains finissent leur thèse de doctorat dans des disciplines diverses. Mais que deviennent-ils pour la plupart? Avant d'en parler, écoutons cet extrait d'un confrère camerounais, Auréal Tchoumi est son nom. Il cache à peine son indignation. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays sérieux, que les gens prennent un doctorat, vont assaillir le Premier ministre pour revendiquer l'emploi? Parce que c'est ça. Je suis en colère parce que c'est nos aînés académiques qui nous mettent dans ce problème. On ne prend pas le doctorat pour travailler la fonction publique. Je vais m'aller plus loin. Tous les docteurs fonctionnaires ont des chefs de bureau d'eux. On doit les retirer de là. Parce que la recherche, tu prends le temps où pour mélanger recherche doctorale, recherche scientifique, pardon, et chef de bureau des archives au MINTP, chef de bureau, chef de cellule informatique. Tu prends le temps où ça ne s'accommode pas de ça.
Les chefs de service dans la fonction publique, dans le gouvernement, ce sont des postes de gars qui ont fait Polytech, qui ont fait BTS, qui ont fait... ce sont des postes pratiques et pragmatiques. L'épistémologie des cycles, l'épistémologie scientifique est une épistémologie de recherche. Et la recherche ne s'accommode pas de la fonction publique uniquement, elle ne s'accommode qu'en termes d'enseignement, de transmission du savoir, de pérennité du savoir. Quelqu'un qui a fait le doctorat doit continuer de faire des recherches dans un laboratoire ou dans un centre de recherche, pas être chef de service dans un ministère. Chers invités, un chiffre pour commencer cette émission. Depuis 1978 qu'on a créé l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 5 millions de demandes de brevets ont été reçues par cette organisation. 5 millions. L'Afrique, la part de l'Afrique ne représente 4,2% de ces 5 millions de brevets. Donc d'invention, donc de création. Comment et ces 4,2% concernent les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Il n'y a que le Kenya qui se rapproche à peu près des pays de l'Afrique du Nord. En Afrique au sud du Sahara, c'est 2,2% de ces 5 millions. Professeur Boni, comment comprendre ce chiffre et comment comprendre ce déficit en matière de recherche sur le continent? Le gap entre l'Occident et l'Afrique en termes de recherche et développement, ce gap-là s'explique par plusieurs raisons, et pour les énumérer comme on veut, mais il y a des raisons structurelles où les États en Afrique ne mettent pas suffisamment de moyens justement pour booster la recherche, parce que la recherche est quand même un domaine régalien d'un État. Évidemment, il y a des appuis des structures privées qui doivent venir et financer telle ou telle recherche, mais de manière générale, ça se fait quand même d'abord dans des structures étatiques, des universités, des universitaires, il faut des unités de recherche. Les unités de recherche appartiennent quand même, sont adossées à des universités. Et à l'université, effectivement, vous devez avoir un budget pour. Parfois, il y a même le budget, mais ce budget-là, en fait, les ayants droit n'en bénéficient pas. Ils n'entendent même pas parler de ça. Moi, je suis universitaire au Cameroun, à l'université de Douala. J'ai fait tout mon parcours avec pas mal de publications. Parce que vous savez qu'aucune de mes publications n'a été financée par le budget de la recherche de l'université de Douala. Pourtant, il y a bien un budget. Oui. Donc, il y a cette volonté qui manque sur le plan structurel. Vous avez aussi que nous avons très peu la vocation de la recherche, parce que la recherche, c'est une vocation. Il faut avoir l'amour de la recherche. Et quand vous faites votre cursus scolaire universitaire, à un moment donné, vos patrons vous identifient comme quelqu'un qui a une curiosité scientifique qui lui permettra d'avancer. Et vous-même, vous devez aller vers les formations dédiées pour apprendre à faire la recherche. Il y a des certificats et autres, des formations, des masters pour faire la recherche clinique, par exemple, dans le domaine de la médecine. Mais c'est vrai pour toutes les sciences. Et donc, vous rentrez dans un cursus, dans un circuit qui va vous conduire justement vers le top 10 de la recherche mondiale. Mais les universités africaines, les universités camerounaises notamment, on entre là-bas souvent par effraction, par cooptation, parce que c'est le coup de fil. Pas nécessité. Pas nécessité. Le père est à la présidence et tout. Vous arrivez dans un milieu où le b.a.-ba, vous ne l'avez pas, la volonté, vous ne l'avez pas, et comme la recherche en général ne ramène pas le macabo dans le panier du pratiquant, là tout de suite, vous ne voyez pas, donc vous ne voyez pas, vous imaginez que vous êtes médecin universitaire, donc vous êtes médecin chercheur. Alors, le médecin, il voit que si ça va me prendre 2 heures de temps pour aller faire travailler avec les souris, pour savoir si le test que je pratique à la souris, parce qu'il faut commencer par là, avant d'arriver chez l'humain. Et il voit que ça lui fait 2 heures de consultation en moins, donc d'argent en moins et tout. C'est pas intéressant pour lui. En fait,
c'est celui qui est passionné, qui a la vocation et qui va faire ça. Le problème, le propos est très clair. Comme vous êtes cardiologue, et comme le docteur Yumu aussi, je cherchais un peu. Ce qu'il vient de dire est très, très, très important. Sauf que dans les recherches, je me rends compte que dans plein de pays, il y a tellement de fondations qui financent la recherche, de sorte que celui qui doit aller disséquer la souris dans un laboratoire ne paie pas 2 heures. Au fond, parce que c'est financé. Les 2 heures sont financées. Et pourquoi nous, on n'a pas cette culture, docteur Yumu Sayave? Alors, vous avez commencé par des chiffres. Oui. Je vais vous en donner. 15 milliards chaque année qu'on dépense pour acheter des médicaments. Des médicaments pour soigner nos populations. 15 milliards de dollars? De dollars. Pas de francs CFA. Non, pas de francs CFA. Combien de laboratoires on aurait pu faire avec ça? De recherche. Pendant ce temps, on a des chercheurs qui ont trouvé des variétés de maïs, de riz et autres qui résistent à la sécheresse et autres. On a des jeunes qui font des algorithmes qui peuvent prédire les inondations. Sauf que tout ça, ça reste dans des tiroirs et ces gens vont mourir, laisser ça. Ça sera là. Donc ça pèse trop cher sur la population. Et le CNESED, c'est la Commission des Nations Unies pour le développement, le commerce et le développement, a estimé à plus de 2600 milliards le manque à gagner dû à cette situation. À ce déficit de recherche. C'est pas qu'on en manque, on a des chercheurs. Il y a des gens qui font des recherches sur le paludisme, mais ils ne sont pas financés. Vous parlez du financement. Oui. Pourquoi je veux vous financer, moi? Si je vous finance, c'est que j'ai un intérêt. Si l'État lui-même n'a pas vu l'intérêt de financer la recherche, c'est ça. Pourquoi un individu privé va venir? Donc, on finance la recherche en Afrique, mais on finance ça pour que vous soyez continuellement, intellectuellement dépendant d'eux. On ne finance que des recherches en phase 3 et en phase 4. Phase 4, c'est mis sur le marché. Phase 3, c'est juste avant de mettre. Mais la recherche, apprendre à formuler et à identifier et autres, on ne le fait pas. Personne ne le finance en Afrique. Deux choses intéressantes dans votre propos, Dr Yumu Sayave. Il y a aujourd'hui des Africains qui ont créé des espèces de maïs qui peuvent pousser peu importe s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Oui. Peu importe le sol. Et personne n'est là pour financer ces recherches. Il y a énormément de recherches qui sont là, mais on ne les finance pas. Et vous dites, si l'État n'y voit aucun intérêt, pourquoi Dangote irait financer une recherche au Cameroun, au Burkina Faso ou au Bénin ou au Togo, si les gouvernements de ces États eux-mêmes n'y voient aucun intérêt? C'est la question que vous posez. Regardez, on a 54 ministres de la recherche scientifique en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure, combien de prix Nobel? Non. Combien de découvertes scientifiques majeures? Combien de brevets? C'est à pleurer. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Et on est... Prenons l'Afrique. On a commencé la métallurgie pendant qu'eux, ils taillaient la pierre ici. Nos anciens, là, ils prévoyaient le climat avant les satellites. Et pourquoi aujourd'hui, pour acheter des lunettes, on va voir quelqu'un comme s'il nous avait pris nos yeux pour nous vendre des lunettes? Donc, on ne produit même pas notre propre savoir. On ne le produit même pas. Donc, on sera assis en train de regarder, spectateur de notre propre destin. Donc, la recherche n'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Belle phrase. La recherche n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Claude Wilfried et Kanga, nous faisons cette émission en 2026, c'est-à-dire à l'heure de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et nous, on réfléchit encore à la question si c'est utile de faire de la recherche ou pas. Ça nous vient d'où? Ça nous vient d'un coup d'arrêt que nous n'avons pas voulu dans un premier temps. C'est ce que le docteur vient d'évoquer. On a commencé les sciences évoluées et la phase 2 de la transformation bien avant les pays développés d'aujourd'hui. Et puis il y a un coup d'arrêt, esclavage, colonisation, et la phase de reprise, elle est lente, elle est compliquée. Elle conduit d'ailleurs un statu quo qui fait que vous avez des Nicolas Sarkozy qui vont expliquer que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. On a raison de s'indigner. C'est discutable, mais peu importe. Oui, je dis bien, on a raison de s'indigner d'une affirmation comme celle-là. Bien sûr. Mais il faut questionner d'où elle vient.
elle vient du fait que comme nous ne produisons plus grand-chose du point de vue scientifique, les pays industrialisés finissent par penser que c'est question d'un différentiel d'intelligence. Pourtant, non. Il a été démontré qu'à financement équivalent, à mise à disposition de cadres équivalents, les humains sont capables de produire les mêmes savoirs. C'est vrai. Vos studios se trouvent ici à la rue Kepler. Johannes Kepler, c'était un astronome germanique qui, dans ses travaux sur les trajectoires des planètes, qui ont d'ailleurs servi de base aux recherches d'Isaac Newton, sur les trajectoires elliptiques par exemple, il a été soutenu dans la cour du roi Rodolphe II, par exemple. Vous avez, je ne sais pas, les pionniers de la science dite occidentale, des Galiléo, dont on vous dit qu'ils étaient opposés à l'Église, mais dans le même temps, le pape Urbain VIII a quand même soutenu Galiléo. Ça veut dire qu'en Occident, on soutient la recherche, et aujourd'hui plus que jamais, on soutient la recherche à toutes les échelles, car sans financement, il est impossible de générer quelque chose. On évoquait tout à l'heure les prix Nobel. Vous enlevez l'Égypte, qui a un prix Nobel de chimie. Vous enlevez... l'Afrique du Sud. Il y a 5 prix Nobel dans ces domaines, la médecine, la chimie, la physiologie. Vous n'avez pas de prix Nobel scientifique dans toute l'étendue du continent africain. Vous n'avez que des prix Nobel de la paix, des prix Nobel de littérature. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Comme si nous étions dépourvus de capacités scientifiques. Vous avez un petit pays comme Israël qui produit, environ 100 brevets, 110 brevets pour 100 000 habitants. C'est incroyable, 100 000 publications scientifiques pour 100 000 habitants. Et la raison ne tombe pas du ciel. C'est pas un peuple différent d'un autre, ils investissent dans la recherche. C'est 4,7% du PIB dans la recherche et le développement, donc forcément, ça va vous donner des résultats. On a eu, il y a quelques jours, une scène assez cocasse où, au niveau de la CEMAC, les activités ont été suspendues parce que la commission est en tension de trésorerie. Oui. Vous avez donc l'instance fêtière de l'intégration sous-régionale dans notre sous-région Afrique centrale qui n'est même pas capable de s'autofinancer. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics ne mettent pas justement dans le pot commun les contributions qu'il faut, parce que ça permet de se payer davantage des loisirs au Georges V non loin d'ici, etc., etc. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si pendant des décennies, on ne finance pas ce qui va nous permettre de parler sur le terrain des sciences dans le concert des nations, on ne pourra pas s'en sortir. Je finis peut-être avec une dernière parenthèse. Les quiproquos que Donald Trump a avec sa population découlent notamment parfois des coupes folles qu'il veut opérer dans des secteurs clés. Oui. Il avait par exemple annoncé l'année dernière qu'il allait couper 40 à 45% des financements dévolus au National Institute of Health, les instituts nationaux de la santé, qui allaient faire passer dans la contribution de 48 milliards à 27 milliards. Quand on sait, on parlait des accidents cardiovasculaires, que dans les années 30, ce sont les NIH des États-Unis qui ont permis de déterminer le rôle du cholestérol. Dans les AVC, on se dit, mais si Donald Trump décide de couper le budget, c'est les États-Unis dans leur ensemble, déjà à partir du secteur de la santé, pour se métastaser dans tous les secteurs, ce sont les États-Unis qui vont payer le prix dans les années à venir. Donc c'est fondamental, la recherche, c'est même une obligation. Il soupçonnait une connivence coupable avec l'OMS contre qui il a tout, il pense tout le mal du monde. Donc il pense que l'OMS est en train de phagocyter les structures de recherche dans son pays. Professeur Boni, le chiffre est là. 15 milliards de dollars chaque année pour acheter des médicaments. Et quand tu vois ce chiffre, tu te souviens d'une de vos compatriotes. Elle s'appelle Assel Kabou, qui a écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Et elle dit, pour comprendre, je paraphrase, pour comprendre les causes réelles. Il est naïf, dit-elle, de penser que le sous-développement du continent est dû au manque de capitaux. Ce n'est pas un problème de ressources. Non. Non, ce n'est pas un problème de ressources. La ressource, on a. Il y a le manque de volonté de vision politique, ça on l'a dit. Le docteur Moussayavé l'a dit tout à l'heure qu'on préfère ne pas développer la recherche locale, le maïs et autres, parce qu'on va consommer ce qui vient d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on va consommer ce qui vient d'ailleurs? On va consommer ce qui vient d'ailleurs parce que dans le deal, dans les relations internationales, il y a
c'est un problème de marché. Oui. Quand Donald Trump va prendre Maduro, il va prendre Maduro, l'amener là-bas pour le pétrole, non? Oui. Alors, c'est aussi exactement pour la même raison que ceux-là vont dire aux dirigeants africains, non, non, votre maïs, là, c'est gentil. Dans la cardiologie, il y a eu l'histoire du cardiopathe, un Camerounais qui a mis en place un outil diagnostique important, mais ça n'a pas prospéré. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence étrangère qui vient... Se suppléer. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas, justement, la force de dire non Oui. à l'autre. Donc, nous ne sommes pas suffisamment nationalistes. Mais aussi, et je vais vous dire que, en réalité, les acteurs, nous, les acteurs de la recherche, est-ce que nous avons suffisamment la volonté de le faire? Je vous donne un chiffre rapidement. La Covid est arrivée là. Oui. C'était l'occasion pour tous les pays du monde de montrer chacun son savoir-faire. C'est ça. Il y a des pays qui ont réussi à avoir le vaccin. Les Russes, Oui. États-Unis, Allemagne, et nous, c'est des ainsi dons de suite. Là, l'Afrique, toute l'Afrique Oui. n'a pas eu de vaccin. Toute l'Afrique réunie. Ce que l'Afrique faisait, c'est consommer les produits qui venaient d'ailleurs, parmi lesquels la fameuse potion magique du professeur Raoul, vous le savez. Oui. Mais quand on est scientifique, quand on connaît la recherche, on sait et on savait que ce produit-là ne servait à rien. Parce que dans la méthodologie de recherche, il n'a pas été démontré que ça sauvait des vies. Mais vous avez des pays africains, beaucoup de pays africains, qui ont souhaité consommer ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont souhaité consommer ça? Parce que Il y a rien d'autre. les scientifiques, non, parce que les scientifiques africains n'ont pas mis en avant une certaine forme de recherche C'est ça. pour démontrer que on peut faire autrement. Et on a donc consommé ça. Le Cameroun a par exemple consommé ça pour qu'à un moment donné, quand on s'est dit que non, ça n'a vraiment pas marché, Oui. et on a arrêté. Alors que des pays occidentaux comme la France n'ont jamais consommé ça parce qu'il y a une rigueur méthodologique chez nous, enfin ici, là, qu'il n'y a pas là-bas. Donc les acteurs scientifiques africains ont un problème justement de compétence et de volonté à s'arrimer à ce qui se fait de bien dans le monde. D'où le discours de Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec lui. C'est un point important que vous évoquez là, mais on en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.